Quand on pense secteur de la santé en bourse, on pense souvent aux big pharma et aux biotech en quête de la prochaine molécule miracle. Mais derrière ces acteurs très médiatisés, il existe des sociétés beaucoup plus discrètes qui profitent des mêmes tendances long terme, donc vieillissement de la population, augmentation de ce que les gens dépensent pour leur santé, etc., mais avec moins de risques. Parmi celles-ci, il existe une catégorie d'acteurs qu'on pourrait appeler les vendeurs de pelles et de pioches. Pourquoi ? Parce qu'ils fournissent notamment aux chercheurs d'or, donc les laboratoires pharmaceutiques et les biotech, les outils et la matière première dont ils ont besoin pour faire de la recherche et développer de nouveaux traitements. Évidemment, ce sont des sociétés qui ont vu leurs revenus exploser suite au Covid, mais qui ont subi un rattrapage assez compliqué depuis 2023, en particulier à cause de la remontée des taux d'intérêt qui a freiné les investissements et les dépenses, notamment chez les biotech. Mais aujourd'hui, on commence à voir des signaux encourageants de reprise et j'ai le sentiment qu'on n'est pas loin d'un point de bascule, notamment chez les deux sociétés qui dominent cette catégorie, Thermo Fisher Scientific et Danaher. Dans cette vidéo, l'idée, ça va être de les présenter et d'expliquer pourquoi elles sont particulièrement intéressantes quand on est un investisseur long terme. Et en conclusion, je ferai un petit focus sur leur endettement et leur valorisation pour voir comment on se situe par rapport au reste du secteur. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne fais pas de conseil en investissement et je précise aussi que je ne suis ni médecin ni biologiste. Ce que je partage avec vous, c'est simplement ma compréhension avec ma casquette de financier. Cette vidéo, elle n'a donc pas pour but d'aller dans les détails techniques, mais si certains souhaitent apporter des compléments et des précisions, vous êtes vraiment les bienvenus en commentaire. Les deux poids lourds dont on va parler aujourd'hui, ce sont donc les sociétés Thermo Fisher Scientific et Danaher qui font respectivement 42 et 23 milliards de dollars de revenus en 2024. Donc ce sont de beaux bébés. Dans un premier temps, il faut expliquer ce qu'elles font exactement. Thermo Fisher, c'est le leader mondial dans les instruments et les consommables de laboratoire. Concrètement, l'entreprise vend absolument tout ce dont un laboratoire peut avoir besoin. Donc ça va du petit matériel de base type pipette, flacon, éprouvette, en passant par des équipements plus importants, centrifugeuses, incubateurs, réfrigérateurs, évaporateurs, pompes, etc. Aux instruments pour mesurer et analyser, donc microscopes, des appareils d'imagerie cellulaire, des systèmes de séquençage ADN. On a aussi des kits de test en tout genre. Et ça va jusqu'aux produits chimiques, c'est-à-dire la matière première pour un bon nombre de labos, et aux produits et aux outils qui permettent d'analyser ces produits chimiques. Bref, ils ont un éventail de produits extrêmement large, en parallèle desquels ils proposent aussi leurs services, principalement des services de fabrication et de développement qu'on appelle CDMO et des services de recherche, donc CRO, pour l'industrie pharmaceutique et les biotech. Aujourd'hui, leur revenu, il vient à 40% des ventes de consommables, 40% des services et seulement à 20% de la vente d'instruments. Ce qu'on ne voit pas sur ce graphique, c'est que la vente de consommables, c'est vraiment la cash machine du groupe, en plus d'avoir l'avantage d'être du revenu récurrent. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les ventes de services ont explosé dès 2022. Et ça, c'est directement lié à l'acquisition en 2021 de la société PPD pour 17 milliards de dollars. PPD qui est un CRO, donc une boîte qui fait de la recherche clinique pour le compte de labos et de biotech. Ce genre d'acquisition massive, ça correspond tout à fait à la stratégie de bulldozer, entre guillemets, de Thermo Fisher, qui a pour ambition de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur scientifique à grands coûts de croissance externe. C'est vraiment leur stratégie pour croître et pour asseoir leur position. Notre deuxième protagoniste dans cette catégorie, c'est Danaher. Danaher, c'est un peu le serial acquire du monde de la santé, qui se distingue donc par une stratégie d'acquisition ciblée que la société intègre dans le groupe et optimise grâce à sa méthode d'amélioration continue, presque sa philosophie, le DBS, Danaher Business System, et par son obsession pour l'amélioration continue, la standardisation et l'efficacité. En gros, l'idée, elle est simple, on rachète des sociétés prometteuses, on applique le DBS, on les rend plus performantes, puis on réalloue le capital. Danaher, aujourd'hui, c'est un conglomérat de plus de 15 entreprises sous-jacentes réparties en 3 segments, biotechnologie, diagnostic et sciences de la vie. En termes de répartition du revenu, c'est très équilibré puisqu'actuellement, c'est du 40% pour le segment diagnostic et 30% pour chacun des deux autres segments.
Et donc pour la faire courte, la division biotechnologie, ce sont notamment les sociétés Cytiva et PAL qui vendent par exemple des systèmes et des consommables pour de la culture cellulaire ou encore des systèmes spécifiques de filtration, séparation et purification qui sont nécessaires pour faire de la recherche et développer des biothérapies. La division diagnostic, ce sont des sociétés comme Beckman Coulter, Cefide, EmoQ, etc. Et ça va être en gros les équipements et les consommables utilisés par les laboratoires et les hôpitaux pour diagnostiquer de manière rapide et précise un certain nombre de choses. Donc ça va être par exemple des automates d'analyse sanguine, des tests ADN pour maladies génétiques et infectieuses ou encore des mesures rapides faites en soins critiques via des analyseurs de gaz sanguin. Avec le troisième segment Life Sciences, ma compréhension, c'est qu'on est davantage sur des instruments et consommables qui vont servir à faire de la recherche biomédicale. Donc, on va être sur de l'analyse ADN, de l'analyse de cellules, de protéines, etc. On va retrouver certaines des sociétés dont on a déjà parlé, donc Beckman, Leica, PAL par exemple, et d'autres sociétés comme Abcam, Aldevron, Molecular Devices, etc. Et sur ce segment, on a une belle diversité de produits. On va retrouver des équipements comme des spectromètres, des cytomètres et des microscopes, mais aussi de la matière première, entre guillemets, donc ADN, ARN, des protéines ou des anticorps et tout ce qui va servir à les manipuler ou à les analyser. Maintenant qu'on a une idée de l'activité de ces sociétés, on peut rappeler pourquoi ce sont des business très intéressants du point de vue d'un investisseur. Le premier point, c'est la diversification, c'est l'atout le plus évident. Ce sont des sociétés qui ont un portefeuille de produits extrêmement variés, qui couvrent une immense partie de la chaîne de valeur de la santé et du monde scientifique de manière générale. Il y a à la fois des équipements plus ou moins lourds, mais aussi beaucoup de consommables et des services. Elles ont également différents types de clients, Big Pharma, biotech, hôpitaux, mais aussi labos de recherche publics ou privés, et ça dans le monde entier, même s'il y a une prédominance, comme toujours, du marché américain. Le deuxième point, il est complémentaire avec le premier et il explique, à mon avis, une grande partie de l'avantage compétitif de ce genre de boîte. C'est l'immense avantage qui découle du fait qu'une grande partie de leurs produits est absolument vitale dans toute l'industrie de la santé. C'est-à-dire que si demain Thermo Fisher et Danaher disparaissaient avec tous leurs produits, c'est comme si on avait retiré les pelles et les pioches dans la ruée vers l'or. Ça serait donc un coup d'arrêt énorme pour la recherche et le développement de nouveaux traitements par les laboratoires pharmaceutiques et les biotech. La médecine moderne serait touchée elle aussi puisqu'elle perdrait une partie significative de ses outils de diagnostic. De plus, il y a un certain nombre de niches sur lesquelles ces sociétés sont présentes où il y a très peu d'acteurs différents. Ce sont des niches, donc par définition, ce ne sont pas des gros marchés, donc la place est limitée et donc il y a peu, voire pas d'alternative pour certains produits et ça donne du pricing power à Thermo Fisher et Danaher et ça limite le fait que les clients puissent aller voir ailleurs. Une autre de leurs grandes forces, c'est d'être protégé d'un effet bullwhip négatif. Alors je m'explique, l'effet bullwhip ou effet coup de fouet, c'est quand une petite variation de la demande des clients finaux entraîne des fluctuations de plus en plus fortes à mesure qu'on remonte la supply chain. Un des exemples les plus parlants dans sa version négative, c'est ce qu'on voit dans l'industrie des semi-conducteurs. Quand la demande en puces diminue, les fonderies coupent de manière encore plus importante leurs investissements dans les machines et des boîtes comme ASML ou Applied Materials, qui sont dépendantes à 100% des investissements de leurs clients, voient leurs revenus baisser dans une ampleur bien supérieure à la baisse initiale dans la demande de puces. Là où je veux en venir, c'est qu'ici, non seulement Thermo Fisher et Danaher ont une grande diversification en termes de clients, mais surtout, ils ont une grande partie de leurs revenus qui dépend non pas des capex de leurs clients, mais de leurs dépenses récurrentes. Et ça change beaucoup de choses parce qu'en période où il faut serrer la ceinture, les big pharma et les biotech, elles vont d'abord couper dans leurs investissements, les capex, avant de réduire la voilure sur les dépenses opérationnelles, donc les OPEX. Et on pourrait même aller plus loin et dire qu'il y a OPEX et OPEX, dans le sens où les produits que vendent Thermo Fisher et Danaher sont tellement essentiels à l'activité de leurs clients qu'il y a d'autres choses à réduire, par exemple le personnel dans les fonctions support, avant de toucher aux consommables nécessaires pour faire le job tout simplement. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de risque, hors endettement dont on va parler juste après, on est quasiment à l'inverse d'une boîte de software un peu lambda monoproduit. Parce que les sociétés dont on parle aujourd'hui ont un grand nombre de produits, nichés pour la plupart sur des besoins très spécifiques dans le monde scientifique et l'industrie de la santé,
que leurs clients utilisent tous les jours et qui répondent in fine à un besoin essentiel, se soigner. Alors oui, ces entreprises pourraient se faire disrupter sur une partie de leur activité, c'est pas impossible, mais l'impact financier global resterait, je pense, limité. Pour moi, elles font partie de la petite liste de sociétés qui sont quasi indéboulonnables et qui seront certainement toujours aussi bien positionnées dans 20 ans, voire plus. Et c'est exactement ce qui compte pour moi. J'investis avec un horizon très long terme et je veux que le temps joue en ma faveur. C'est une des célèbres phrases de Warren Buffett. Le temps est l'ami des entreprises extraordinaires, l'ennemi des médiocres. Forcément, quand je prononce des phrases comme ça, j'ai un peu des étoiles dans les yeux, mais la réalité, c'est que ce sont des sociétés qui se payent très cher aujourd'hui, 42 fois les free cash flow, je tue le suspense d'entrée comme ça c'est fait, et du coup on peut ouvrir une parenthèse sur l'endettement avant de revenir sur la valorisation. L'endettement, c'est un point également très important. Alors comme d'hab, j'ai fait mes petits calculs de free cash flow en retirant les SBC et les dépréciations et amortissements au cash flow opérationnel et j'ai reporté les dettes financières auxquelles j'ai enlevé le dernier solde de cash au bilan. Le rapport entre les deux, ça nous donne un ratio dette nette sur free cash flow. Autrement dit, en combien d'années je peux rembourser la dette nette actuelle si j'utilise 100% de mes free cash flow. Et donc pour Thermo Fisher, on a un ratio de 6,5 fois les free cash flow. C'est un ratio qu'on peut qualifier de très élevé. Et chez Danaher, ça l'est un petit peu moins avec une dette nette qui correspond à 4 fois les free cash flow environ. Mais ça reste significatif et beaucoup plus élevé que les autres sociétés du secteur qui sont en moyenne entre 1 et 2 environ. Ça, c'est dû principalement à la stratégie de croissance externe des deux sociétés qui financent leurs acquisitions principalement avec de la dette. Donc c'est quelque chose d'habituel entre guillemets avec cette stratégie, mais c'est un élément qu'il faut suivre de très près en tant qu'investisseur. Il faut checker que le niveau de dette donc, ne devienne pas déraisonnable compte tenu de ce que l'entreprise est capable de générer. C'est bien aussi de jeter un œil aux détails des emprunts, donc la durée, les taux d'intérêt, les conditions, etc. Parce que ça permet d'éviter parfois de mauvaises surprises qui surgissent un peu du jour au lendemain. Bref, pour fermer cette parenthèse, je dirais que l'endettement est relativement élevé, encore plus chez Thermo Fisher. Ça, c'est vraiment un aspect négatif de leur modèle et ça doit être un point de vigilance constant. Néanmoins, c'est que mon opinion, mais je dirais que c'est quelque chose d'un peu moins dérangeant par rapport aux autres sociétés qui n'ont pas la même qualité de fondamentaux et surtout qui n'ont pas cette position dominante avec un risque de disruption très faible dont on a parlé. Voilà, parenthèse fermée, maintenant on peut passer à la valorisation. Donc comme on l'a dit, multiples très élevés, 42 fois les free cash flow. Si on fait une analyse comparative rapide, on s'aperçoit que Thermo Fisher et Danaher se payent beaucoup plus cher que leurs concurrents qui sont en moyenne autour de 25 fois les free cash flow. J'ai également fait tourner un reverse DCF sur 10 ans avec un taux d'actualisation de 10% et un multiple de sortie de 30 fois les free cash flow. Donc le multiple de 30 fois, c'est un multiple élevé par rapport au marché, mais en baisse de 12 points par rapport au multiple actuel. Donc pour moi, c'est suffisamment conservateur à 10 ans. Et donc sur la base de ces hypothèses, ça confirme en effet que ces sociétés se payent cher aujourd'hui, puisqu'il faudrait un taux de croissance des free cash flow de 11% par an sur 10 ans pour justifier le prix actuel. On n'a pas parlé de croissance dans cette vidéo, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en termes de revenus, 2023, ça a été une année en recul par rapport à l'année 2022 qui a été exceptionnelle. 2024, c'était flat par rapport à 2023 et 2025, c'est parti pour être en très faible croissance par rapport à 2024, même si on va dans le bon sens, comme j'ai dit en intro. Donc même s'ils arrivent à augmenter un petit peu leur niveau de marge et à faire baisser le nombre d'actions en circulation, on sera certainement bien en dessous des 11% par an en moyenne. Une croissance des free cash flow par action comprise entre 5 et 8% par an, ça me paraît beaucoup plus réaliste. Sachant qu'ils versent très peu de dividendes, la performance sur 10 ans à attendre au prix actuel, eh bien vous voyez qu'elle est vraiment pas terrible, notamment si on considère que le multiple ne restera pas aussi déraisonnable dans le futur. Donc le message final, il est assez clair. Thermo Fisher et Danaher, ce sont des boîtes exceptionnelles, mais non merci au prix actuel. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo.
Pour ne rien vous cacher, mon plan initial, c'était de vous présenter dans une seule vidéo 3 types d'acteurs différents, toujours dans l'idée que derrière les Big Pharma et les biotech, il y a des boîtes moins connues, mais super intéressantes dans l'industrie de la santé. Mais je me suis vite aperçu que la vidéo allait être beaucoup trop longue, donc j'ai préféré me concentrer aujourd'hui sur Thermo Fisher et Danner. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu. Comme ça me permettra de voir si je sors ou non une vidéo sur les 2 autres plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très vite. Ciao!